Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le ministre iranien des Affaires étrangères vient de rendre à Washington la plus grande arme de l'Amérique avec un seul tweet. Le pétrole a chuté de 10% en 2 heures. Des compagnies maritimes ont dérouté des pétroliers en plein trajet. Et à Téhéran, le régime ne s'est pas seulement fissuré, il s'est mis en guerre contre lui-même. Voilà à quoi ressemble un gouvernement quand il est en train de s'effondrer en public. Commençons par ce qui s'est réellement passé vendredi, parce que la séquence des événements compte. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a publié sur X que le détroit d'Ormuz était, selon ses propres mots, complètement ouvert à tous les navires commerciaux pendant toute la durée du cessez-le-feu avec le Liban. Le message est arrivé au moment où le cessez-le-feu entre Israël et le Liban entrait en vigueur jeudi soir, et les marchés ont réagi presque instantanément. Le Brut West Texas Intermediate a chuté de plus de 10% pour passer sous les $85 le baril. Le Brent a chuté de plus de 10% pour s'établir autour de $89 le baril. Les deux produits avaient ouvert cette même semaine au-dessus de $100. Fox Business. Pour comprendre pourquoi ce chiffre compte, je dois comprendre ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz. C'est un passage large de 20 et un mille à l'entrée du golfe Persique. Environ 20% du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié y transitent vers des destinations partout dans le monde. Fox Business. Quand l'Iran a restreint ce passage après le début de la guerre, le 28 février, l'Agence internationale de l'énergie a parlé de la plus grande perte d'approvisionnement jamais enregistrée, dépassant 10 millions de barils de pétrole par jour. Le pétrole au-dessus de $100 le baril. Les prix de l'essence en hausse aux États-Unis et en Europe. Tous les gouvernements du monde soumis à une pression économique de la part des électeurs à la pompe. C'était la stratégie de l'Iran, pas une victoire militaire. Son armée est en grande partie détruite. La douleur économique transmise par les prix de l'énergie a forcé les États-Unis à faire des concessions à la table des négociations, juste pour faire redescendre les prix. Et Araghchi a tout abandonné gratuitement dans un tweet. Le président Trump a ensuite déclaré, dans un message séparé, que l'Iran avait accepté de ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz. Des responsables iraniens ont dit à des médias semi-officiels que si le blocus américain persiste, l'Iran refermera la voie maritime. Yahoo Finance. C'était la formule habituelle des salles de presse. Annoncer d'abord la grande résolution, puis laisser la réalité courir derrière le lutrin pour tenter de la rattraper. Cette contradiction, Trump affirmant qu'il existe un accord permanent, l'Iran le niant immédiatement, me dit tout sur le degré de rupture des lignes de communication à l'intérieur de ce conflit. Mais c'est ici que l'histoire passe de mauvaise à catastrophique pour Téhéran. Le média d'État iranien Fars News a écrit que le tweet d'Araghchi avait plongé la société iranienne dans une atmosphère de confusion. The Hill, l'agence de presse Tasnim, liée au corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a qualifié le message de mauvais et incomplet. Tasnim a déclaré sans détour que le détroit d'Ormuz ne reviendra jamais à son statut d'avant-guerre et que tout passage exigeait une supervision complète par les forces armées iraniennes. Le bras militaire de l'État iranien a publiquement contredit en temps réel, sur les réseaux sociaux, le chef de son propre corps diplomatique, sous les yeux du monde entier. Ce n'est pas un désaccord sur une politique. C'est un régime qui se dispute avec lui-même. Et quand Washington répond à ce chaos avec une certitude de campagne électorale, le point de presse commence à sonner moins comme une stratégie que comme un slogan en cravate. Puis les parlementaires sont entrés en scène. Un député iranien a réclamé la destitution d'Araghchi à cause du message. Il a affirmé que, sans la guerre en cours, le ministre des Affaires étrangères aurait déjà été écarté. Un ancien ministre de la Culture a lancé un avertissement public en disant que l'Iran était en train de perdre la guerre psychologique parce que ses propres responsables disaient les mauvaises choses au pire moment. Il n'a pas tort. En environ 24 heures, l'Iran est passé d'une déclaration d'ouverture du détroit à l'annulation de cette décision, puis à des forces du CGRI qui auraient tiré sur au moins un pétrolier près du détroit. L'Inde a convoqué l'ambassadeur iranien après que 2 navires battant pavillon indien ont été impliqués dans des incidents près de cette voie maritime. Donc, pour être clair, dans une seule fenêtre de 24 heures, l'Iran a déclaré la paix, est revenu sur cette décision, puis a ouvert le feu sur des navires. Ce n'est pas un gouvernement qui a une stratégie. C'est un gouvernement qui a perdu le contrôle de ses propres décisions. Il est déjà assez difficile d'évaluer le prix du pétrole en temps de guerre. Cela devient encore plus difficile quand les voix les plus bruyantes de la politique traitent chaque micro comme un défilé de victoire. Maintenant, voici la couche sous-jacente à tout cela que la plupart des analyses manquent. Pour comprendre pourquoi le tweet d'Araghchi a provoqué une telle débâcle, je dois comprendre qui dirige réellement l'Iran en ce moment. Et la réponse à cette question est profondément alarmante.
L'Iran n'a pas un seul gouvernement. Il a 4 centres de pouvoir concurrents. Le bureau présidentiel, sous Massoud Pezeshkian, le Parlement sous le président Ghalibaf, le ministère des Affaires étrangères sous Araghchi et le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, qui n'est pas seulement une force militaire. C'est un État parallèle à l'intérieur de l'État, avec ses propres médias, sa propre économie et sa propre chaîne de commandement. Selon des rapports d'Iran International, le CGRI a étendu son contrôle au-delà de ses origines de forces paramilitaires, jusqu'à remplir des fonctions gouvernementales clés. Toutes les tentatives du président Pezeshkian pour rencontrer le nouveau guide suprême de l'Iran ont été refusées par la garde. Le CGRI a commencé à opposer son veto à des nominations politiques civiles. La tentative de Pezeshkian de nommer un nouveau ministre du renseignement a été bloquée par le commandant en chef du CGRI, Ahmad Vahidi. Le président de l'Iran ne peut pas nommer son propre cabinet. L'armée l'en empêche. Ce genre de commandement fracturé est déjà dangereux en soi, et il devient encore plus dangereux quand des politiciens de l'extérieur insistent pour le présenter comme un accord bien net, fait pour la télévision. Et le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, serait en incapacité et recevrait des traitements médicaux dans la ville sainte chiite de Qom, selon une note diplomatique qui serait fondée sur des renseignements américains et israéliens. La note affirme que Khamenei est inconscient et dans un état grave, ce qui le rend incapable de participer à la prise de décision du régime. Mojtaba Khamenei a été imposé comme guide suprême par le CGRI, qui le voyait comme plus contrôlable que les autres candidats. 8 membres de l'Assemblée des experts auraient exprimé leur opposition, et l'annonce aurait été retardée de plusieurs heures à cause d'une résistance interne. Depuis sa nomination, Mojtaba n'est pas apparu en public. Son premier message au peuple iranien a été lu par un présentateur de télévision et non prononcé par Khamenei lui-même. Aucune vidéo, aucun audio, aucune image récente vérifiée. La Central Intelligence Agency, la CIA, et le Mossad surveillaient tous deux les célébrations de Nowruz en Iran pour voir s'il donnerait un discours traditionnel du Nouvel An. Quand la fête est passée avec seulement une déclaration écrite, un responsable américain a parlé d'un très gros signal d'alarme. En réfléchissant à ce que cela signifie pour la situation actuelle, l'Iran est en guerre. Ses ports sont soumis à un blocus naval. Son économie est en chute libre. Ses factions politiques s'attaquent publiquement entre elles. Et l'homme qui est, selon la Constitution, la plus haute autorité du pays pourrait être inconscient dans une chambre d'hôpital à Qom, pendant que le CGRI prend des décisions en son nom. C'est le genre de situation qui exige de la précision, et c'est précisément pour cela que les grandes mises en scène tapageuses des points de presse remplacent si mal une véritable politique. Quand je comprends cela, le chaos des dernières 72 heures cesse d'être déroutant. Il devient complètement logique. Il n'y a pas de commandement unifié. Il n'y a pas une seule personne capable de prendre un engagement que toutes les factions respecteront. Quand le ministre des Affaires étrangères dit que le détroit est ouvert, le CGRI peut simplement répondre non, et il l'a fait. Quand le président du Parlement dit que l'Iran n'abandonnera jamais le détroit, le ministère des Affaires étrangères peut publier l'inverse, et il l'a fait. Les États-Unis sont assis à une table de négociation face à un régime qui n'a pas de chaîne de commandement fonctionnelle. Tout ce qui est convenu dans une pièce peut être renversé en quelques heures par une autre faction dans un autre bâtiment. Proclamer un succès total dans un tel contexte peut sembler fort derrière un lutrin, mais cela reste seulement de l'optimisme en complet rouge qui parle plus fort que les faits. Trump a déclaré publiquement que l'Iran avait tout accepté et qu'il travaillerait avec les États-Unis pour retirer son uranium enrichi. Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié cette affirmation de fausse. Un porte-parole a déclaré que le transfert d'uranium enrichi n'était pas une option. Deux récits complètement opposés d'une même conversation, et les deux camps savent que le monde les regarde se contredire en temps réel. Voilà le danger quand on transforme la diplomatie en rassemblement électoral. La phrase est construite pour les applaudissements bien avant d'être construite pour la vérification. Militairement, l'Iran n'a presque plus aucune capacité conventionnelle. Son aviation est sévèrement dégradée. L'infrastructure de missiles qui a survécu aux frappes est limitée. Le principal levier qui reste au CGRI est sa capacité à utiliser des moyens navals et des essaims de drones pour perturber le trafic maritime dans le détroit. C'est tout. C'est l'ensemble du tableau de menaces. Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que le détroit d'Ormuz n'était pas revenu à la normale, malgré le cessez-le-feu, et a exhorté Téhéran à permettre la reprise complète du trafic maritime mondial. La tentative de l'Iran de générer des revenus à partir du détroit lui-même, en imposant des frais de transit aux pétroliers, n'aurait presque rien rapporté. Environ 60 permis délivrés, des demandes de paiement envoyées pour 8 cargaisons, $0 effectivement encaissés. La stratégie économique a échoué, la stratégie militaire a échoué,
Et maintenant, la stratégie diplomatique qui utilisait le détroit comme levier dans les négociations a été sapée par le propre ministre des Affaires étrangères du régime. Ce qu'il reste à l'Iran, c'est la capacité de créer du chaos. Chaque incident impliquant un pétrolier, chaque déclaration contradictoire, chaque faction qui en combat une autre maintient la situation dans l'instabilité et garde les marchés pétroliers sur le qui-vive. Le chaos a sa propre valeur stratégique quand il ne vous reste plus rien d'autre. Et le chaos devient encore plus facile à produire quand l'image politique commence à se faire passer pour de la politique étrangère. Mais la fenêtre pour cette stratégie est en train de se refermer. Le blocus naval américain ne se lève pas. La pression économique à l'intérieur de l'Iran s'aggrave de semaine en semaine. Et les fractures internes qu'on a vues se former cette semaine passée ne vont pas se réparer d'elles-mêmes. Pas avec un guide suprême qui pourrait être en incapacité. Pas avec un président qui a été mis de côté par l'armée. Et pas avec un ministre des Affaires étrangères qui se bat maintenant pour sa propre survie politique après une seule publication sur X. Une véritable stratégie traiterait cette fragilité avec prudence, pas avec le genre de message triomphal qui donne l'impression que la situation a été écrite pour un dîner de financement. Les 92 millions de personnes qui vivent en Iran regardent le gouvernement qui contrôle chaque aspect de leur vie se disloquer en public. Et surtout, les foules qui manifestaient à Téhéran cette semaine n'étaient pas des dissidents anti-régime. C'étaient des partisans du régime, des gens qui soutenaient la République islamique depuis des décennies et qui exigent maintenant des réponses de la direction même à laquelle ils faisaient confiance. Même la base est en train de se fissurer. L'histoire montre que les régimes soumis à ce genre de pression interne et externe s'effondrent rarement vite ou proprement. Ils ont tendance à tenir plus longtemps que quiconque ne l'imagine, puis à tomber plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Personne ne peut dire avec certitude à l'heure actuelle si la structure du pouvoir iranien approche de cette deuxième phase. Ce qui est certain, c'est ceci. Les fissures sont réelles. Elles sont profondes et elles sont visibles par tout le monde, y compris par les Iraniens eux-mêmes. La dernière chose dont ce moment a besoin, c'est d'une autre performance bien polie, où l'on vaporise de la certitude comme du parfum, pendant qu'on laisse le ménage aux autres. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.